Rebonjour à tous. Donc là, ça va être une session où on va parler un petit peu de recherche et de perspective. On va faire ça avec Julie. Donc moi, je vais commencer peut-être par une petite intervention. J'ai mis quelques illustrations sur une structure qui s'appelle Lectrims et après, on fera des questions-réponses. Et ça, je crois que tu n'as pas de présentation. Non. Bon, donc moi, je suis Bruno Stankov, je suis neurologue. Je travaille à la Pitié-Salpêtrière, où en fait, depuis un an, avant j'étais à Saint-Antoine, où j'ai créé une unité de neurologie aiguë inflammatoire. On s'occupe des maladies neuro-inflammatoires essentiellement à tous les stades. Et puis, je dirige une équipe de recherche aussi à l'Institut du cerveau, une équipe de recherche dont l'objectif est de chercher des nouveaux traitements pour favoriser la réparation du cerveau, notamment la réparation de la myéline. Enfin, c'est un des objectifs centrales. Et puis, par ailleurs, je suis membre depuis maintenant 7 ans du comité exécutif de l'ECTRIMS, dont j'ai pris la présidence cette année. L'ECTRIMS, c'est le congrès européen, historiquement, de recherche et de traitement sur la sclérose en plaques. Mais je vais vous illustrer que historiquement, c'est une structure qui s'intéresse à la sclérose en plaques, mais maintenant, évidemment, la NMOSD et le MOGAD sont très représentés dans les objectifs de cette structure. Donc, cette structure, elle a 40 ans. Elle a fêté sa 40e année cette année. Et au départ, en fait, ça a commencé par des choses très simples et des petits comités, un petit peu comme ce qu'on est aujourd'hui. La sclérose en plaques n'est pas franchement une maladie rare, mais c'était une maladie un peu orpheline dans le sens où on connaissait ni les causes, ni les traitements. On savait strictement rien il y a 40 ans. Et en 40 ans, beaucoup de chemin a été parcouru, à la fois dans la connaissance de la maladie, dans son diagnostic, dans son histoire naturelle et bien sûr dans son traitement. Et on est parti de petites réunions de quelques dizaines de personnes pour aujourd'hui faire des réunions enfin des congrès, on va dire, entre 8500 et jusqu'à 10 000, puisque le record de l'Ectrinus a été obtenu à Paris avec un congrès qui a eu lieu ici en 2017 avec plus de 10 000 personnes qui ont assisté. Donc, on peut passer la diapositive. On m'a dit de ne pas faire trop long, donc je vais faire plus rapide sur les autres diapositives. Donc, en gros, l'ECTRIMS, c'est un congrès, mais ça n'est pas qu'un congrès. Et en fait, on a petit à petit un peu réorganisé cette structure pour qu'à la fois, bien sûr, elle organise chaque année le congrès un peu de référence de portée mondiale sur la sclérose en plaques et les maladies apparentées. Mais on a maintenant adjoint un certain nombre d'activités qui sont importantes à la fois pour la sclérose en plaques et pour les autres maladies neuro-inflammatoires que sont la NMOSD, le MOGAD et encore d'autres. Et notamment, je vais vous donner une illustration. On a organisé une nouvelle journée sur les maladies auto-immunes qui touchent la myéline et le système nerveux. Et puis, on propose des événements, de l'information continue, des événements réguliers, des financements. Et on s'oriente aussi vers les patients, comme on fait aujourd'hui, à l'échelle un peu plus internationale, on va dire, de l'ECTRIMS. Alors, on va passer les diapositives. Je vais vous donner quelques illustrations. Et l'une des premières nouveautés, on peut passer la suivante, excusez, vous pouvez vous asseoir quand même, là, vous êtes quand même pas bien. Donc cette année, on a fait cette innovation qui n'a pas encore trouvé son nom définitif, pour qu'on a appelé ça le pré-day, ce qui ne veut pas dire grand-chose, c'est le jour d'avant, quoi. On a fait un événement nouveau avant le congrès habituel de la sclérose en plaques. Le but étant de créer des synergies entre des chercheurs, des médecins qui s'intéressent aux maladies auto-immunes qui affectent le système nerveux central. Et donc ça a été fait en partenariat avec le MEDEN, notamment pour la NMOSD et le MOGAD, qui était un de nos objectifs centraux. Mais on a aussi intégré des thématiques sur les formes pédiatriques de sclérose en plaques et sur d'autres encéphalites auto-immunes. Donc, c'est ce qu'on appelle la cross-fertilisation. C'est-à-dire que c'est des gens de domaines un peu différents, mais qui ont comme objectif central de démembrer, de comprendre et de traiter les maladies auto-immunes du système nerveux central, qui se sont réunis pour échanger à la fois de la formation, faire de la formation pour les plus jeunes et échanger des données récentes scientifiques pour faire progresser la prise en charge. Donc, ça a été un succès, cet événement. On était plus de 800 pour le premier événement, donc c'était vraiment plus que nos espérances. Et c'est un événement qui va être remodulé, amélioré avec le temps, mais qui va être pérennisé sur la durée. L'espace en fait de discussion pour ces maladies auto-immunes restera sur la durée. Diapositive suivante. Alors par ailleurs, on fait des écoles d'été, d'hiver, des symposiums. On fait de la formation
pour des jeunes praticiens. Et cette formation, elle se fait soit sous la forme de ce qu'on appelle des symposiums. On prend une thématique précise, on réunit une communauté scientifique avec des plus jeunes, des plus experts, et on fait l'état des lieux, des connaissances et de la recherche dans ce domaine. Et puis, on fait des formations comme des écoles d'été, des écoles d'hiver. Là, c'est pour les plus jeunes, pour leur apprendre à connaître des maladies qu'ils connaissent mal ou pour mieux traiter leurs patients. Donc là, vous avez quelques exemples. Bon, c'est en anglais, je n'ai pas tout traduit parce que c'est un peu des captures d'écran, mais par exemple, on va revoir le diagnostic de la sclérose en plaques cet hiver. On va à Riga pour ça, on va avoir un peu froid, mais bon, comme ça, on sera motivé pour travailler. Et puis, on s'intéresse encore là au champ des maladies auto-immunes et des complications immunologiques. On va travailler sur des traitements qui ciblent l'immunité, mais pas les traitements classiques, mais les traitements de demain qui ciblent l'immunité. On fera un symposium particulier au printemps prochain. Et puis, on peut revoir encore la suivante, mais historiquement, la NMOSD, le MOGAD, est là encore une de nos thématiques phares. Et en 1999, et Romain était très impliqué dans... oui, mince, quelle erreur. 2019, c'est une erreur là de ma part. Je le lis en plus. En 2019, on avait organisé un MOGAD. Tu étais très précurseur avant le diagnostic, avant que la maladie n'existe. Tu as déjà organisé. Donc, vous enlèverez cette diapositive. On a déjà fait donc un symposium sur le MOGAD et on va organiser fin 2025 une école d'hiver sur cette thématique des NMOSD et du MOGAD. Donc c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur de faire progresser en fait la communauté médicale et scientifique dans ce domaine. Diapositive suivante, elle est pas mal celle-là. Alors, on fait maintenant aussi, on a une communication tout au long de l'année scientifique pour un public extrêmement large qui peut aller des patients aux cliniciens, aux chercheurs, etc. Et on a beaucoup développé la capacité de communication et les canaux de communication de notre organisation. On fait des webinars réguliers sur des thématiques liées à ces maladies. Il y a des bulletins scientifiques d'actualité sur la recherche et il y a des podcasts. Alors, j'ai mis en petit, mais là, vous voyez Romain qui a fait un podcast pour faire une synthèse sur le prédé qu'on avait organisé à l'Ectrip. Moi, j'en ai fait un aussi sur le premier jour de l'Ectrip. On fait sur des topics assez variés. Mais donc, ça permet d'avoir de l'information extrêmement variée qui est accessible en ligne. Je vous donnerai le site web où vous pouvez vous procurer ça. Mais tout le monde peut aller écouter ces podcasts et revoir ces événements scientifiques. Diapositive suivante. Et puis, donc, on soutient la recherche et la formation. Et donc, pour la recherche, ça fait des années maintenant qu'on a lancé des programmes de soutien, de financement de projets pour des plus jeunes. C'est essentiellement basé sur des jeunes qui veulent faire de la recherche en changeant d'un centre vers un autre, qui voyagent d'un pays vers un autre pour favoriser les échanges internationaux. Et donc, on a plusieurs modalités, on va dire, de soutien. Ça peut être ce qu'on appelle des post-doctorats, c'est des gens un peu expérimentés qui vont faire 2 ans de recherche dans un laboratoire de pointe pour vraiment faire avancer la recherche. Ça peut être ce qu'on appelle un clinical training, c'est des gens qui sont un peu moins en connexion avec un centre expert, qui vont se former dans un centre expert dans un autre pays. On a beaucoup de gens qui viennent d'Amérique du Sud, par exemple, qui vont se former en Espagne, mais ça peut être aussi en Angleterre, ça peut être en France. Enfin, voilà. Donc ça, c'est une formation. On a des formations qui sont axées sur les professions paramédicales et on encourage les personnes à appliquer à ces formations. On n'a pas encore assez de demandes pour des infirmières, mais ça peut être aussi pour des psychologues, ça peut être pour d'autres professions. Et on est très souple pour permettre aux gens de bouger d'un centre à l'autre pour se former dans ces domaines-là. Et puis, on en a sur l'imagerie, on en a d'autres. Et puis, cette année, là encore, une nouveauté, un nouveau fellowship sur NMOSD et MOGAD. Donc ça nous tient évidemment très à cœur. C'est un champ où la recherche évolue vite. C'est la première année, on peut passer la suivante, c'est la première année que ce grant va être financé. Mais bien sûr, on s'engage à le faire sur la durée et à augmenter. Et on remercie bien sûr la Fondation Soumarail de participer au soutien de ce grant, puisque ça va certainement être quelque chose qui, sur la durée, va devenir un classique pour la formation des jeunes chercheurs et des jeunes neurologues dans ce domaine-là. Voilà, donc vous voyez beaucoup de nouveautés dans le domaine de la NMO et le MOGAD et on considère maintenant notre organisation comme une organisation assez globale sur les maladies neuro-inflammatoires et on soutient au même titre que la sclérose en plaques d'autres maladies qui sont peut-être plus rares mais qui sont tout aussi invalidantes ou problématiques pour les patients.
Diapositive suivante. Et puis, la dernière évolution qu'on a fait à partir de notre organisation, c'est évidemment de ne pas se tourner que vers les chercheurs et les médecins, mais de se tourner vers vous, vers les patients, vers les aidants, vers les familles. Et on a organisé, c'était la troisième édition cette année, troisième édition de ce qu'on appelle la journée de la communauté des patients. En gros, à la fin du congrès de l'ECTRIMS, qui a lieu une fois par an, en septembre ou en octobre, cette année c'était à Copenhague en septembre, on fait une session dédiée aux patients, où les patients peuvent venir en physique, venir assister directement à l'événement, ou peuvent se connecter en ligne. Et ce sont des échanges, comme on fait aujourd'hui, avec des partenaires, là cette fois-ci internationaux, sur les maladies que sont la sclérose en plaques, mais bien évidemment aussi les formes pédiatriques de sclérose en plaques, la NMOSD, le MOGAD. C'est évidemment quelque chose de global. Donc c'est la troisième édition cette année. Évidemment, la Fondation Soumarrac était présente, Romain était présent, Koumaran était présent. Vous les voyez tous en photo. Et donc, c'était des panels qui étaient très interactifs. Cette année, on a fait évoluer le concept de cette journée et on va continuer à le faire évoluer. Je crois qu'on a quelques chiffres après, mais on voit que vous pouvez passer la suivante. On a une évolution dans le nombre de personnes depuis 3 ans qui viennent sur place et qui se connectent. Et on voit bien qu'il y a une demande, et c'est une demande qui est internationale. Alors évidemment, l'événement en soi sur site est en anglais, mais on a des traductions simultanées dans beaucoup de langues, beaucoup de traductions simultanées par encore des interprètes pour les langues, on va dire, les plus fréquentes, l'espagnol, le français, les langues un peu européennes. Et puis, on a fait une expérience de traduction par intelligence artificielle dans toutes les langues. Je n'ai pas encore eu le feedback. Peut-être Anthony pourra nous dire si la traduction en japonais, en chinois, s'est fait comme ce qu'on espérait, ou s'il y a eu quelques originalités. Mais notre vision, c'est d'avoir une fois par an une journée de la communauté des patients qui soit un peu mondiale, comme ça, où l'événement a lieu là où a lieu le congrès, mais tous les patients ailleurs peuvent se connecter en direct ou revoir l'événement à distance, puisque tout ça est accessible en ligne après, bien sûr. Voilà. Et puis voilà, pour finir, donc l'idée, c'est qu'effectivement, on connecte les organisations qui s'intéressent à ces maladies neuro-inflammatoires au travers de la planète. Et là, ce que vous voyez, cette photo, on l'aime bien, on l'a pris à l'ECTRIMS cette année. Vous avez tous les présidents, vice-présidents, les responsables de ce qu'on appelle les TRIMS. Les TRIMS, c'est les équivalents de l'ECTRIMS qui ont été créés après, un petit peu sur le modèle de l'ECTRIMS, sur les autres continents. Et donc, vous avez pour la première fois l'Afrique TRIMS, c'est-à-dire même l'Afrique a créé son premier réseau, sa première organisation. Vous avez ACTRIMS pour l'Amérique du Nord, le Big TRIMS pour le Brésil. Il y a même la société iranienne, latino-américaine, Moyen-Orient, Afrique du Nord, PAC-TRIMS, c'est la région Pacifique, RUC-TRIMS, la Russie. Et vous avez tous les responsables de ces organisations qui étaient présents à l'ECTRIMS et qui viennent partager, échanger avec nous lors du congrès annuel. Et je crois que c'est ma dernière dia. Et vous avez un site qui est accessible à tous. Vous pouvez tous vous connecter. Tout ce que je vous ai dit est disponible en ligne. Certaines photos ont été piquées sur le site. Et voilà. Et puis, on m'a amené à faire même évoluer ce site, on vous en reparlera, vers une plateforme qui sera encore plus facile d'accès et plus globale, où et les patients et les médecins, etc., ont des pages spécifiques. Et il y aura évidemment des pages spécifiques pour la NMOSD, le MOGAD, sur cette plateforme. Voilà, merci beaucoup. Et je suis à votre disposition pour répondre à des questions de recherche aussi. L'année prochaine, c'est à Barcelone. Je peux le dire. J'ai le droit. Oui, effectivement, j'ai assisté au Passion Day de l'ECTRIMS. C'était super intéressant. À savoir que je parle très mal anglais, mais j'ai compris. Donc, c'était le principal. Et que je l'ai regardé à nouveau en visio sur YouTube, puisqu'il y est sur YouTube. Donc, je me suis remis. Comme ça, j'ai pu voir la tête de mon mari en bas, parce qu'il y avait mon mari avec moi. Et alors, je pense que moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Après, il y a du boulot à faire dessus. Vous y travaillez. On sait que ça progresse chaque année. On voit les progrès, etc. Mais vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, je vous le conseille. Vraiment. Voilà, c'était super. Hein, c'était intéressant ce que je vous ai dit. Hein.
Et si vous avez des remarques, parce qu'on cherche évidemment à l'améliorer, à le faire encore mieux, on a quelques options. L'année prochaine, on va peut-être faire encore plus d'échanges avec non, voilà, on fait évoluer le format. Voilà. En fait, je pense que l'interaction je pense que l'interaction avec le public, c'est hyper intéressant, mais il faut bâillonner vraiment ceux qui veulent raconter toute leur vie. Eh ouais, c'est toujours. Ces réunions-là, faut qu'on apprenne à manager. C'est compliqué après. On les connaît, ils lâchent plus le micro, ils sont là, on tire, allez. Non, moi je pense que le format. Et puis savoir, quand on y est, qu'il y a plein de gens qui sont connectés en même temps, en fait. Mais c'est vachement. C'est hyper intéressant. Peut-être lancer des questions-réponses en ligne, en direct. Ça éviterait que les gens ils prennent le micro. Et. Vous pouvez lire les questions je sais pas si c'est réalisable ou pas, mais lire les questions en direct qui tombent et poser les questions, faire répondre à celles qui sont répondables. Ou tout simplement, vu que il y a aussi la version en ligne, essayez d'avoir des modérateurs pour prendre les questions les plus intéressantes ou les remarques les plus intéressantes et que via une oreillette vous soit communiqué. Je n'ai pas assisté, donc j'ai aucune idée. Je viens de connaître ce genre d'événement, donc c'est juste d'un point de vue extérieur, ayant déjà vécu ce genre d'événement pour la Japa Animation. Alors pourquoi pas le mettre en place dans le domaine médical et de la recherche. Plus on aura de gens qui assistent et qui voudront intervenir, plus on aura à gérer, à manager en fait la sélection des questions. L'année prochaine, on vient tous. Surtout que Barcelone, c'est sympa, on sera près de la mer, c'est juste à côté. Alors, on a eu de la chance, il faisait beau à Copenhague. Ah, yeah, c'était vraiment super. Juste j'ai une question, mais avant de passer à votre présentation. Beaucoup de médecins français étaient présents du coup pour le Patient Community Day. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une excellence française dans la NMOSD? Est-ce que c'est parce qu'il y a une excellence française dans la prise en compte des patients? Mais bien sûr. C'était une année qui était bien représentée au niveau de la France. C'est un de nos objectifs aussi de bien faire valoir. On a des atouts très forts en France. Après, il n'y a pas que nous, évidemment. Et notre objectif, c'est d'être global. Mais il ne faut pas qu'on sous-estime les forces françaises en termes d'organisation, en termes de réseau, en termes de structuration de la recherche. Et on est un pays où les gens travaillent ensemble. Certes, il y a des individus, il y a des centres, mais les gens travaillent ensemble. Et quand on va dans d'autres pays, et ça donne de la synergie, de la force, dans d'autres pays, c'est pas toujours aussi simple. Donc, moi, je tenais à ce que ce soit reconnu aussi au niveau de l'ECTRIMS. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en amont ces 10, 15 dernières années, même avant, mais pour la structuration des efforts collectifs en France. Et c'est normal que ça amène de la visibilité. Did you want to mention something about the impact report? The impact report? Oui. Anthony, do you want to say something about it? Yeah, come on up. Yeah, come on, Anthony. Yeah, so just wanted to say that for the very first time this year. Oh, pardon, oui, c'est vrai. Il a oublié qu'il était en France. I forgot. Juste pour vous dire que cette année, pour la toute première fois, on a aussi édité un Impact Report, un rapport d'impact de l'événement Patient Day. Et parce qu'on s'était dit avec la ville de Copenhague qui nous a hosté cette année pour le congrès, que c'était une bonne chose de pouvoir faire quelque chose qu'on laisse aux patients et qu'on laisse une sorte d'héritage sur place et pour les gens qui nous écoutent aussi en digital. Donc, ce rapport d'impact est disponible sur notre site internet d'ECTRIMS. Donc, je vous invite à aller voir notre page dédiée aux patients pour que vous puissiez télécharger le rapport d'impact. Alors, aujourd'hui, il n'est disponible qu'en anglais, malheureusement. Mais cela dit, avec des outils informatiques, vous arrivez très facilement à le traduire. Et vous verrez des interviews de patients, des interviews de médecins, des interviews de Shomara et de tous ceux qui ont parlé aussi pendant l'événement lui-même. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse parce que il a été édité et sorti la semaine dernière en fait en ligne. Donc voilà. Bonjour à tous, donc je suis le docteur Julie Pic, je travaille sur le MIRSEM de Lyon, au CHU de Lyon avec Romain Marinier. Donc on nous a demandé aujourd'hui de vous parler de recherche, un peu plus particulièrement d'essais thérapeutiques, mais
Je vais commencer en introduisant en disant que globalement, une des missions de nos centres MIRSAM, c'est de faire de la recherche clinique avec plusieurs volets, dont les essais thérapeutiques. Mais il faut aussi avoir en tête qu'on fait beaucoup de recherche clinique, notamment orientée sur l'épidémiologie, pour mieux comprendre les maladies, leur évolution et avoir différentes informations, parler de la grossesse un petit peu plus tôt. Donc tout ça, c'est de la recherche qui se fait à l'échelle institutionnelle et qui est un effort de tous les centres, qui est importante aussi. Donc le deuxième volet, effectivement, c'est les essais thérapeutiques. Donc les essais thérapeutiques, déjà pour resituer un petit peu la thématique, c'est tout ce qui va concerner l'étude des médicaments. Et l'objectif de cette recherche-là, c'est d'obtenir des médicaments dont on sait qu'ils sont efficaces, qui sont sûrs d'utilisation dans une maladie donnée, pour que ça aboutisse à une autorisation d'utilisation de nos autorités de santé à l'échelle internationale, européenne et puis ensuite nationale en France. Donc ces essais thérapeutiques, ils se déroulent sur de très nombreuses années avec plusieurs étapes et une des étapes qui, je pense, vous intéresse le plus, c'est peut-être la dernière étape ou l'avant-dernière étape, ça dépend comment on découpe, qui sont les essais thérapeutiques de phase 3. Donc, c'est les essais sur des médicaments avec comme objectif de déterminer leur efficacité sur une pathologie donnée dans une situation donnée. Avant ça, il y a quand même donc les étapes, ce qu'on appelle les essais de phase 1 et 2, qui servent à quand même évaluer la sécurité d'utilisation des médicaments, ce qui est quand même extrêmement important et ce qui arrive en premier, et déterminer aussi la manière dont se comporte le traitement, la dose adéquate pour chaque molécule. Donc ces essais thérapeutiques dans la NMO, ils ont été faits il y a quelques années maintenant, et on sait qu'aujourd'hui ça aboutit, c'est ce que disait Romain tout à l'heure, à 4 molécules qui ont une autorisation d'utilisation dans cette maladie. Donc c'est extrêmement important, ça a un impact direct pour vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors on a des traitements historiques qu'on utilise encore sans autorisation, on a toujours le droit de les utiliser après des discussions avec les centres experts, mais on a aussi du coup des alternatives thérapeutiques, même si ces anciens traitements étaient des très bons traitements. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a le choix, qu'on a des alternatives, que si ça se passe pas comme on le veut en termes d'efficacité, que si ça se passe pas comme on veut en termes d'effets secondaires, on peut proposer d'autres choses. On a un panel de traitements à proposer, ça c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, on a complètement modifié le pronostic de la maladie quand même. Je parle de la NMO AQP4, ces 4 traitements, ils concernent la NMO avec ses anticorps anti-aquaporine 4. On a modifié le pronostic de la maladie, on arrive à bloquer complètement la maladie. Alors aujourd'hui, effectivement, on n'arrive pas encore à la guérir. Et on aimerait bien y arriver, ça fait partie des objectifs de recherche clinique aussi, mais on voit le résultat direct et l'impact direct que ça peut avoir sur vos vies au quotidien. Les objectifs à l'heure actuelle, c'est un peu plus la MOGAD. Les essais thérapeutiques en cours sont plutôt actifs dans cette maladie, puisqu'aujourd'hui, on n'a aucun traitement qui a une autorisation dans cette maladie. Donc, on est quand même bien obligé de proposer des traitements à nos patients. Donc, les étapes préalables à ces essais thérapeutiques, c'est d'utiliser des traitements dont on a une expérience dans d'autres maladies auto-immunes, dont on pense sur des réflexions en termes de mécanismes qui peuvent être intéressants dans la maladie, mais le seul moyen d'avoir une information scientifique, rigoureuse, robuste sur l'efficacité d'un traitement, c'est de faire un essai thérapeutique. Un essai thérapeutique, ça se déroule comment ? Ça se déroule donc sur un groupe de patients qui vont partager la même maladie, même dans des situations, et là c'est important pour la MOGAD, dans des situations similaires de la maladie, et chez qui on va proposer, en répartissant des groupes au hasard, un traitement à l'étude contre soit un traitement de référence quand il existe, mais aujourd'hui dans la MOGAD il n'existe pas, soit un placebo.
Donc c'est un placebo, c'est un faux médicament, hein, c'est un médicament dans lequel il n'y a pas de principe actif. C'est un produit dans lequel il n'y a pas de principe actif. D'accord. Pourquoi au hasard? Parce que pour ceux qui se rappellent un petit peu de leurs statistiques des cours de maths, c'est la seule manière d'obtenir des groupes équivalents et comparables. Parce que si on répartit sur des critères de gravité de la maladie ou de ce qu'on sent de l'évolution, forcément, ça biaise l'évaluation qu'on peut faire de l'efficacité des médicaments. Donc finalement, cette répartition au hasard, c'est le seul moyen d'avoir des informations fiables, robustes, scientifiques en termes d'efficacité. D'accord ? Ces études, elles ont une autre particularité en général, et pour les deux études dont on parlait de 3 études dans la MOGAD, c'est que en général, elles se déroulent ce qu'on appelle en double aveugle. Donc, c'est-à-dire que le plus souvent, si le type de traitement le permet, ni le patient ni le médecin qui suit le patient dans le cadre de l'étude ne va savoir si le patient reçoit le traitement actif ou le placebo. Pourquoi c'est important, ça ? Parce que ça peut des fois vous inquiéter. Pourquoi c'est important ? Parce que si on sait ce que vous recevez, si vous le savez, si nous on le sait, on n'évalue pas les choses de la même manière. Et donc, de ce nom de placebo, vous connaissez tous l'effet placebo, hein. C'est le fait de prendre quelque chose qui déjà, le fait qu'il y ait une intervention, procure déjà un bien-être, un mieux sur les symptômes. Et ça existe chez tout le monde. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est important de faire ces évaluations en aveugle et de ne pas savoir que ni vous ni le médecin qui vous suit, parce que cet effet placebo, il existe aussi chez votre médecin, hein, chez la personne qui vous évalue. Et donc ça fait partie des choses qui sont très importantes. Donc quand vous rentrez dans une étude, l'étude commence sur la première prise de traitement, on tire au hasard traitement ou pas traitement, et puis vous allez être suivi à intervalles réguliers dans le cadre de ces études. Avec des évaluations d'efficacité, on l'a dit, hein, sur plusieurs versants cliniques. Il y a souvent des IRM, il y a souvent des évaluations ophtalmologiques dans ces maladies-là. Et puis à la fois aussi sur le plan de la sécurité. La sécurité, c'est quelque chose qui est évalué tout au long de la vie du médicament, dès les premières étapes et jusqu'à même après la commercialisation des médicaments. Donc c'est vraiment un versant qui est extrêmement important. Donc dans la MOGAD aujourd'hui, on l'a quand même pas mal dit déjà sur les interventions précédentes, c'est une maladie qui est compliquée. Et pour nous, c'est une maladie qui est compliquée parce que c'est une maladie qui ressemble beaucoup, mais pas complètement, aux autres maladies inflammatoires qu'on connaît. Notre expérience des maladies inflammatoires, c'est clairement la sclérose en plaques. C'est la maladie qu'on connaît le mieux, c'est la maladie qu'on connaît depuis le plus longtemps. Est arrivée après la découverte de la neuromyélite optique, qui a des différences évidentes avec la sclérose en plaques, mais qui suit quand même des règles un peu générales qui ressemblent à la sclérose en plaques. Et puis est arrivée la MOGAD qui nous perd souvent. Vous avez compris que le diagnostic qui était souvent plus compliqué, que les anticorps, ils peuvent être des fois positifs alors que c'est pas une MOGAD, que des fois ils sont négatifs alors que c'en est une. Ça déjà, c'est quelque chose qui est compliqué. Que le suivi est compliqué, que l'évolution de la maladie est différente de ce qu'on sait des autres maladies inflammatoires, où on sait que dans la sclérose en plaques, on sait que dans la neuromyélite optique, les patients ils vont faire des poussées assez régulièrement. On sait que dans la sclérose en plaques, cette fréquence des poussées, elle a tendance à diminuer au cours du temps, mais quand même assez tardivement au cours de la vie. Dans la NMO, on sait que ça continue toute la vie. Dans la MOGAD, c'est plus compliqué. Ces poussées, elles sont pas régulières de la même manière. Et donc, ça amène plein de questions sur comment traiter les gens et comment on sort aussi de nos paradigmes de traitement qu'on a construits sur notre connaissance de la sclérose en plaques et de la NMO. Donc, à la fois, il y a une question qui est primordiale et qui est quels sont les traitements efficaces dans cette maladie, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas du tout les mêmes que ceux de la sclérose en plaques, que c'est souvent pas les mêmes possiblement que ceux de la NMO. Mais il y a aussi comment on traite les gens, c'est-à-dire à quel moment on a introduit un traitement, combien de temps on le garde. Et ça, c'est pas si évident que ça. C'est moins évident, par exemple, que dans la neuromyélite optique. Donc les essais, il y a 3 essais thérapeutiques en cours actuellement, 2 essais
industriels, donc, qui ont été construits par des laboratoires pharmaceutiques, et un essai académique dont la promotion est faite par les Hospices civils de Lyon, et Romain Marigné en est l'investigateur principal, et qui répondent à des questions qui sont différentes. Donc les 2 essais industriels qui sont en cours se sont inscrits dans les recommandations actuelles de traitement, qui sont de dire, dans la MOGAD, aujourd'hui, l'attitude qui est possiblement en train de changer, mais qui était assez ancrée jusqu'à maintenant, c'était de dire, on ne traite pas forcément tous les patients, on ne propose pas forcément un traitement de fond. Je ne parle pas des corticoïdes, je ne parle pas des traitements dépoussés, je parle des traitements de fond de la maladie. On ne propose pas forcément un traitement dès le premier épisode de la maladie. Pourquoi ? Parce qu'on sait que cette maladie, chez un certain nombre de personnes, à peu près la moitié chez les adultes, ne va pas revenir. Il y aura un seul épisode de la maladie et puis il n'y aura plus jamais de poussée. Les gens qui vont refaire des poussées ou qui ne vont pas en refaire, aujourd'hui, on ne sait pas les identifier. On a étudié tout un tas de choses. Pour le coup, c'est là que je vous parlais de recherche épidémiologique tout à l'heure. C'est sur ce type de questions, par exemple, que c'est très actif. Est-ce qu'il y a des choses dans la manière dont se manifestent les symptômes, dans la ponction lombaire, sur l'IRM, dans le sang, qui peuvent nous aider ? Aujourd'hui, on n'a rien trouvé de fiable pour savoir qui va rechuter, qui ne va pas rechuter. Donc, ces essais industriels, ils se sont positionnés dans l'attitude classique de dire on traite après un deuxième événement. Donc, ils sont proposés à des patients qui ont fait au moins 2 poussées de la maladie. Il y a 2 molécules qui sont à l'étude aujourd'hui. Une molécule qu'on appelle le satralizumab, qui est un anticorps anti-récepteur de l'interleukine 6, c'est compliqué. L'interleukine 6, c'est une petite molécule qui va intervenir dans la cascade de l'inflammation. Et donc, le traitement va venir bloquer cette cascade de l'inflammation. Ce traitement, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, parce il fait partie des traitements qui ont une autorisation dans la NMO, dans la neuromyélite optique. Et on pense qu'il est aussi intéressant dans la MOGAD. Et il faut que maintenant, c'est notre rôle de le prouver avec ces essais thérapeutiques. L'autre traitement à l'essai, il a un nom encore plus compliqué, il s'appelle le rosanolixizumab. Alors, voilà. Au stade des essais thérapeutiques, les médicaments, ils ont encore leur nom scientifique, ils n'ont pas de petit nom commercial qui nous aide à les appeler. Donc, on peut l'appeler le ROSA pour être plus simple. C'est un traitement qui va empêcher le recyclage des anticorps et donc qui va diminuer les anticorps. On pense les anticorps anti-MOG notamment, et empêcher qu'il y ait de nouvelles poussées de la maladie. C'est un traitement qu'on connaît un petit peu moins bien, qui a été essayé quand même dans d'autres maladies, dont la myasthénie, qui est une maladie auto-immune qui va plutôt donner une atteinte musculaire, une fatigabilité des muscles. Et donc, on pense pareil qu'il peut être intéressant aussi dans la MOGAD. Donc, voilà, c'est des études qui sont en cours. Il faut avoir en tête que toute étude, on essaie d'être rigoureux, mais du coup, c'est rigide souvent, donc il y a vraiment des critères pour entrer dans les études, et que si ces études elles vous sont pas proposées, c'est probablement aussi que vous rentrez pas dans les critères. D'accord ? Donc faut pas. Vous pouvez en parler à vos neurologues si certains se disent bah moi c'est un peu ma situation, mais voilà, les critères des études c'est toujours très rigide. D'accord ? La troisième étude qui est aujourd'hui en cours, on est toujours dans la MOGAD, hein, c'est l'étude Mogwai, donc c'est une étude à nous, dont on est très content, et qui répond à une question un petit peu différente, puisqu'elle répond plutôt à la question à quel moment il faut introduire le traitement. Et aujourd'hui, dans la situation où on n'arrive pas à identifier au moment du premier épisode les patients qui vont rechuter ou pas dans cette maladie, on se demande s'il ne faudrait pas traiter tout le monde. Mais par contre, la différence avec les autres maladies, c'est qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de poussées au début de la maladie, donc dans les quelques mois, quelques années qui suivent le premier épisode, et qu'ensuite, vraiment, le risque de poussée, il diminue, il revient probablement jamais à 0, mais vraiment, il diminue très fortement, au-delà de 3, 5 ans, difficile de dire. C'est qu'au-delà de 5 ans, quand même, on commence à être assez rassuré. Donc, ça nous fait réfléchir un peu différemment, et ça nous fait dire, est-ce que, finalement, tant qu'on n'est pas capable d'identifier les gens qui font rechuter ou pas, est-ce qu'il ne faut pas proposer le traitement à tout le monde, mais du coup, sur une période limitée ? Et quand on limite l'utilisation de tous nos traitements qui modifient le système immunitaire sur une période un peu plus restreinte,
on limite aussi les risques. Donc finalement, parce que ce truc de dire on traite tout le monde, mais peut-être du coup on va traiter des gens qui n'auraient pas besoin de médicaments, ce qui est quand même toujours embêtant. Bah, si on le fait sur une période plus restreinte, peut-être que ça peut bénéficier à plus de gens. Dis-moi. C'est juste sur ce médicament précisément dont vous êtes en train de parler qui va prévenir dès la première poussée. Est-ce que c'est un immunosuppresseur? Ouais. Alors, on a décidé d'utiliser dans cette étude l'azatioprine, Limurel, hein, qui est un vieux médicament. C'est un médicament qui a plus de 40 ans. Je faisais pas de la médecine à l'époque où c'est sorti, qui a été utilisé dans beaucoup de maladies auto-immunes, qui a été développé et utilisé notamment. C'est un peu la genèse des immunosuppresseurs. C'est c'est le médecin qui faisait de la greffe qui utilisait les immunosuppresseurs hein, pour prévenir le rejet de greffe. Parce que quand on greffe un organe, on greffe un corps étranger. En fait, notre système immunitaire, il va aller le combattre. Donc, c'est comme ça que sont nés les immunosuppresseurs. Et donc, c'est un médicament qu'on connaît très bien. C'est aujourd'hui le traitement de première intention de cette maladie en l'absence d'autorisation d'en rien parce que voilà, on connaît très bien sa tolérance, on maîtrise les risques avec ce traitement-là. Donc on a choisi d'utiliser celui-là. L'autre élément qui était rentré dans la discussion quand on avait parlé de quelles molécules on voulait mettre dans cet essai, c'était de dire que c'est un médicament aussi qui est très largement disponible dans le monde entier et que notre essai thérapeutique, on le fait en France, on est content de le faire en France, mais on ne le fait pas que pour la France, on le fait aussi pour que les patients dans le monde entier puissent profiter des informations que ça apportera, et ce traitement est disponible quasiment partout dans le monde. Enfin, partout dans le monde. Donc, voilà. Oui. Parmi les essais, on peut rajouter aussi l'essai pédiatrique, académique, que l'on fait aussi. Ça s'appelle pas uniquement anti-L6, on fait c'est l'essai IDAR où on fait pour répondre à la même question, est-ce qu'il faut traiter, parce qu'en pédiatrie aussi on a la même question, est-ce qu'il faut traiter dès la première poussée ou bien il faut attendre la deuxième poussée? Et donc pour répondre à cette question-là, on a donc un essai académique où on en randomise, encore une fois, comme tu l'as expliqué, de faire deux groupes, des enfants qui vont être traités dès la première poussée et des enfants qui seront traités en fait lors de la deuxième poussée avec deux thérapeutiques. On a travaillé aussi avec l'azatioprine, donc le Limurel, et l'anti-CD20 avec le rituximab, qui semble être un peu par rapport chez les adultes, avoir un effet chez les enfants. C'est vrai que dans la MOGAD étant une maladie qui touche particulièrement les enfants, les ados et les jeunes adultes, la recherche, les essais thérapeutiques en pédiatrie arrivent en même temps finalement que les essais adultes, alors que par exemple dans la sclérose en plaques, on court derrière les traitements qui ont été développés chez l'adulte en pédiatrie, et donc il y a effectivement cette étude académique, donc on appelle les PHRC, qui est le reflet de Mogwai en pédiatrie. Et puis, un des deux essais industriels dont je vous ai parlé, hein, celui qui utilise le satralizumab, s'adresse aussi à une population pédiatrique à partir de 12 ans, je crois. Voilà. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est positif et qui répond à cette évolution de nos pratiques. C'est que là, dès le début, on s'intéresse à la population pédiatrique parce que cette maladie, elle est particulièrement aussi, elle implique particulièrement les populations pédiatriques. Mais par exemple, ça n'a pas été fait dans la NMO, à ma connaissance. Peut-être le satralizumab aussi. Il y a 2, voire même 3 études qui sont actuellement en cours dans les NMOSD AQP4+, chez l'enfant. C'est d'une part, en fait, le traitement il y a le satralizumab, il y a l'inebilizumab et il y a l'essai avec l'ultomirisme, tout à l'heure j'ai perdu, le ravagilizumab, pardon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Combien il faut de sujets dans un essai pédiatrique pour ces médicaments? Alors, donc, pour les essais industriels, ça va être assez simple parce que c'est que de la pharmacocinétique essentiellement en fait qui a été mise en place. Pour l'étude académique, on part sur 80 patients.
C'est un élément important, hein, c'est que ces essais thérapeutiques, c'est compliqué de les faire parce qu'on s'adresse à une maladie rare, donc des populations rares, et que dans un essai thérapeutique, il faut qu'il y ait suffisamment de patients pour que la puissance de l'étude, donc la validité en termes statistiques, en termes méthodologiques, soit bonne. Donc ça, c'est des calculs qui sont faits en amont par les équipes de méthodologie et de statistiques. Et donc, ça complique notre vie parce que si on fait un essai thérapeutique sur 3 patients, vous comprenez bien que ça n'a aucun intérêt, ça ne veut rien dire en termes de statistiques. Donc là, par exemple, les essais notamment industriels dont je vous parlais, ils ont quelques difficultés de recrutement à l'heure actuelle parce qu'on s'intéresse à une maladie rare, alors moins rare pourtant que la NMOAQP4, hein, la MOGAD, mais dans une situation en plus spécifique. Il y a celle de la refus, au moins de poussée. Donc, forcément, ça met un peu plus de temps. Ça veut dire qu'il faut ouvrir des centres partout dans le monde, ce qui est généralement fait sur les essais thérapeutiques, mais essayer d'être le plus large possible pour que ça puisse ne pas prendre 20 ans, quoi. Dans le cadre de problèmes d'échantillons, vous avez parlé de la nouvelle technologie qui arrive, l'IA, par rapport aux traductions. Le docteur Marigny avait abordé l'IA un peu plus tôt dans la conférence. Est-ce que, à terme, l'IA pourrait aider à avoir des patients tests pour développer des traitements? C'est vraiment une excellente question. L'IA, les champs d'application de l'IA sont tellement immenses que c'est vrai qu'il faut voir à quel secteur de l'IA on s'intéresse. Là, ce que vous mentionnez, moi, ce que j'entends, c'est ce qu'on appelle les jumeaux numériques. Il y a beaucoup d'efforts pour travailler sur les jumeaux numériques, c'est-à-dire finalement faire des essais entre guillemets in silico, c'est-à-dire pas forcément avoir un groupe placebo, mais avoir un référentiel de comment les patients auraient évolué, parce qu'ils seront totalement appariés à des patients qu'on va traiter en vie réelle, par exemple avec un traitement donné, ou carrément faire des simulations d'un essai à partir de paramètres de patients. Donc il y a beaucoup de recherches là-dessus. L'une des difficultés de l'IA, c'est la nécessité d'avoir des grands effectifs pour commencer à vraiment être applicatif. Donc aujourd'hui, sur le champ du NMOSD, du MOGAD, on pourra voir avec nos collègues qui ont l'habitude, mais on est encore, à mon avis, dans des champs un peu futurs, c'est-à-dire il va falloir déterminer à partir de grandes cohortes comment on pourrait créer des jumeaux numériques. C'est possible. C'est fait beaucoup, par exemple, dans les maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer, des maladies comme ça. On commence à le faire dans la sclérose en plaques et on va le faire dans ces pathologies-là. On n'est pas encore au stade où on peut se passer d'un essai thérapeutique, mais c'est une véritable perspective. On a besoin de ça. Il y a 2 choses dont on a besoin. C'est de bien raisonner sur ce qu'on appelle les essais en vie réelle, c'est-à-dire finalement reprendre des cohortes un peu hétérogènes qui ont été collectées en termes de données et pour interpréter vraiment l'efficacité des interventions qu'on a pu avoir, mais sans passer par un essai totalement structuré, et puis travailler sur des nouveaux designs d'essais qui peuvent être des essais simulés ou des jumeaux numériques. Absolument. C'est, à mon avis, peut-être pas l'année prochaine, mais dans 5 ans, on sera déjà beaucoup plus concret sur ces approches-là. Ok, merci. Il y a d'autres questions, oui. Moi, j'aimerais bien savoir sur le déroulement de l'essai des médicaments. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des étapes précises? Et comment ça se passe exactement? Voilà. Alors, effectivement, un essai thérapeutique, c'est très structuré. Donc, à la fois, ça peut amener certaines contraintes en termes de nombre de venues à l'hôpital, mais à la fois, ça permet aussi un suivi extrêmement rapproché, extrêmement structuré. Donc, effectivement, il y a des visites qui sont déterminées, qui sont variables selon les études. Globalement, dans la plupart des études, il y a des visites à peu près tous les 3 mois, qui peuvent être plus fréquentes, notamment sur les études MOGAD qui sont en cours, parce qu'il y a des injections, c'est des traitements injectables, et les premières injections de traitement se font à l'hôpital, donc il y a des venues toutes les semaines dans certaines études. Donc, voilà, ça amène un certain nombre de contraintes, mais ça veut aussi dire que le suivi est extrêmement précis, extrêmement carré, ce qu'on essaye de faire dans la vraie vie aussi, mais ça amène certains avantages. Il y a aussi donc, des examens, je vous disais,
complémentaires. Hein. On évalue l'efficacité à la fois sur de la clinique, mais aussi sur des éléments paracliniques. Donc, il y a des IRM souvent assez régulières dont le rythme dépend des études, des évaluations ophtalmologiques, des évaluations biologiques plutôt sur le côté sécurité d'utilisation. Il y a des jalons qui sont très précis dans les études. Moi, c'est pas sur les études. C'est sur la mise en place d'un traitement. Comment vous décidez que tel patient il va avoir celui-là de traitement au lieu des autres? C'est une bonne question. Dans les maladies qui nous concernent, c'est pas toujours simple. Dans la NMO, peut-être un peu plus. C'est une maladie qu'on connaît depuis un peu plus longtemps, qu'on connaît un peu mieux, qui est un petit peu plus simple à comprendre. Donc là, on a une expérience et des essais thérapeutiques qui nous permettent de connaître l'efficacité des traitements et de connaître leurs risques. Et donc, on hiérarchise pour l'idée, c'est d'être le plus efficace possible en prenant le moindre de risques possible. On parle de balance bénéfice-risque en général en médecine. Et il faut qu'on arrive à mettre le curseur au bon endroit. C'est comme ça qu'on décide d'un traitement. Dans la MOGAD, c'est compliqué, comme d'habitude, parce qu'on a aujourd'hui, on a des suivis de corps, donc de groupes de patients plutôt pas très nombreux, sur des périodes assez courtes. Donc, on a peu de données d'efficacité de ce qu'on utilise. Mais on est bien obligé de proposer des choses en attendant les résultats de ces essais thérapeutiques parce que les gens qui font plusieurs poussées, il faut bien leur proposer des traitements. Donc, on s'appuie sur, encore une fois, ce qu'on sait d'autres maladies, sur notre expérience, sur ce qui est décrit. Il y a un effort. Le fait que ces maladies soient rares aussi, ça crée un vrai élan européen, international sur la mise en commun aussi des connaissances et des évaluations justement de vraie vie, hein, donc qui sont imparfaites. C'est ce qu'on disait, c'est peut-être l'avenir avec des outils pour corriger justement les biais que crée la vie réelle. Mais voilà, il y a une mise en commun à l'échelle internationale de ces données pour essayer d'avoir le plus de choses possibles pour décider avec des éléments scientifiques le plus robustes possible. Mais dans la MOGAD, ça reste compliqué aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a besoin de ces essais thérapeutiques. Bougez-vous, voilà, c'est. Je vous laisse continuer si ça concerne la pédiatrie et les MOGAD. Pas uniquement la pédiatrie, juste pour vous préciser, parce qu'il y a l'IA, comme vous avez posé comme question. Il y a aussi, en fait, là, actuellement, vous allez entendre parler en fait, d'une étude européenne, une grosse étude européenne qui s'appelle Invents, en fait. Donc, dans cette étude-là, il y a plein de ce qu'on appelle en fait des groupes de travaux en fait, qui se sont mis en place. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir faire en fait par exemple, nous, en pédiatrie, on est hyper impacté parce que la question qu'a posée tout à l'heure Bruno, c'est-à-dire que déjà, chez les enfants, c'est une maladie rare. Et puis, comment on peut faire donc, une étude avec des petits effectifs, en fait, hein. Donc, ça, c'est quelque chose, ce groupe de travail va essayer de résoudre parce que là, il y a plein de techniques maintenant statistiques, en fait, qui permettent de faire des essais cliniques avec des petits effectifs. Et dans ce groupe de travail, c'est pour ça que je vous en parle, on a demandé aussi aux patients de participer et de dire en fait ce qu'ils ont besoin. Et ça, c'est quelque chose pour lequel vous allez être sollicité en fait en tant que patient de maladie rare pour essayer de savoir quels sont ce qu'on est en train de faire actuellement, quels sont vos besoins et ainsi de suite pour essayer d'améliorer en fait quand on essaye de mettre en place en fait une étude, un essai clinique. Est-ce qu'on prend en compte uniquement nous le côté scientifique, ce que nous avons besoin? Est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte aussi ce que vous avez aussi comme attente en fait de ces essais cliniques? Parce que comme l'a dit tout à l'heure Julie, ça semble être complexe dans le sens parce qu'il faut des visites régulières, il faut qu'on voit des prises de sang. Vous imaginez chez les enfants des prises de sang régulières? Moi, je pensais que c'était compliqué. Finalement, ce n'est pas ça que les enfants avaient peur. C'est surtout en fait de louper l'école et puis de venir à l'hôpital. C'est les deux éléments en fait qui étaient problématiques chez l'enfant. Donc voilà pour vous dire juste que dans ces essais cliniques, etc., il y a ces travaux aussi qui sont mis en place pour les maladies rares qui sont actuellement en cours avec des choses à l'échelle européenne aussi.
Alors, j'aurais deux questions. La première concerne toujours l'intelligence artificielle et vu que les études sont très normées, est-ce que vous avez déjà commencé à étudier la question sur comment se baser sur les expériences avec l'intelligence artificielle pour que ça rentre dans le cadre des études, enfin dans la norme des études, pour pouvoir développer des traitements? Et la seconde question concerne non pas la NMOSD ni la MOGAD, mais ceux qui n'ont pas d'anticorps. Quel traitement allez-vous préconiser? Savez-vous dans quelle direction vous allez, ou vous allez vous baser uniquement sur des ressentis et de l'expérience? C'est deux très bonnes questions. Peut-être commencer à répondre à la deuxième, et peut-être que Bruno aura un commentaire sur la première. Les patients qui aujourd'hui sont NMO séronégatifs, c'est des patients pour lesquels on doit et on est en train de faire un vrai travail de catégorisation, de critériologie, parce que probablement que dans ces maladies-là, il y a plusieurs maladies, il y a des choses différentes. Il y a peut-être d'autres anticorps qu'on ne connaît pas encore. Hein. Nos deux anticorps qu'on connaît, on ne les connaît pas depuis longtemps. Il faut être très exigeant sur ce qu'on nécessite d'exclure comme autres maladies inflammatoires qui pourraient ressembler. Hein. Je pense à des maladies un peu plus générales qu'on appelle les maladies systémiques. Donc, avant de pouvoir proposer des essais et des traitements, il faut qu'on arrive à classer correctement ces patients. Et ça, c'est un vrai travail qui est en cours, avec notamment un groupe qui va modifier les critères de NMO et qui travaille aussi dans cet objectif-là. Il y a un groupe européen qui réfléchit à ça, donc qui est le MEDEN qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc, faut que ça commence par là. On est finalement pas encore à dire quel traitement on peut proposer dans un essai thérapeutique à ces patients-là. On est déjà à savoir comment on différencie, parce que probablement il y a des maladies différentes. D'accord ? Aujourd'hui, comment on fait en pratique ? On sait qu'on a des traitements, on sait qu'on est sur une maladie qui touche le système immunitaire, donc inflammatoire, dysimmune, à rechute. On sait qu'on a des traitements immunosuppresseurs qui ont ce qu'on appelle un large spectre, donc qui vont être efficaces dans un certain nombre de désordres immunitaires et donc de maladies, et donc on utilise de manière privilégiée ces traitements-là, mais c'est pas très satisfaisant pour le moment. Ça marche dans un certain nombre de cas, donc encore une fois, il faut bien proposer des traitements avant d'arriver à tout comprendre, c'est la difficulté. Donc c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui, mais on peut faire mieux, et on doit faire mieux. Alors, je vais revenir sur ce domaine d'intelligence artificielle qui fascine, mais c'est toujours c'est tellement large, l'intelligence artificielle, ça dépend de quoi on parle. La question, comme je l'entends là, c'est est-ce que finalement les autorités de santé vont reconnaître un essai qui aurait été fait avec de l'intelligence artificielle et outrepasser le design classique. Ils sont très intéressés sur cette réflexion. Je ne pense pas aujourd'hui qu'ils ont déjà approuvé un médicament basé sur ce type de données. Donc, ce qui est encouragé, en fait, c'est de travailler à large échelle, mais vraiment à large échelle. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis là-dedans pour convaincre, en fait, qu'on pourra remplacer des designs rigides, comme tu disais avant, par des nouvelles manières d'évaluation des médicaments qui pourraient conduire à leur acceptation par des agences de médicaments. Donc voilà, mais ça n'a pas encore remplacé les essais traditionnels. Après, si on veut ouvrir le champ de l'intelligence artificielle dans les essais, on peut le voir à plein de niveaux. On peut le voir sur l'automatisation de procédures à large échelle. On peut le voir sur des outils de mesure de l'évaluation des traitements dans les essais. Par exemple, en imagerie, souvent les essais de phase 2, on a des objectifs qui ne sont pas des objectifs à très long terme, mais qui sont des objectifs à plus court terme sur l'imagerie. Et autrefois, il fallait des grandes structures pour traiter toutes ces imageries. Aujourd'hui, maintenant, on développe assez facilement des outils qui vont faire ça de manière automatique à grande échelle, ou qui vont reproduire des imageries très compliquées avec des moyens très simples, mais parce qu'on les convertit, on est
capable de recréer d'autres modalités. Donc ça, c'est aussi une application dans les essais thérapeutiques. Et ça, aujourd'hui, on l'a déjà. Dans toute technique d'imagerie, l'analyse d'une IRM, il y a de l'intelligence artificielle pour accélérer l'analyse de l'IRM. Et puis une dernière application, enfin pour être très très général, mais c'est la découverte. L'intelligence artificielle, c'est aussi un accélérateur de découverte. C'est-à-dire quand on manque d'idées, pour être un peu caricatural, on se dit on va prendre plein de données, que ce soit des données de vie réelle, des grosses batteries de médicaments, et on va les traiter à large échelle. Et avec l'intelligence artificielle, on va essayer de découvrir le paramètre qu'on ne connaissait pas qui fait que ça va marcher dans telle ou telle maladie, dans telle ou telle application. Donc, c'est aussi un formidable outil qui nous permettra de faire des découvertes en amont des essais cliniques. Et encore, c'est très court, mais il y a tellement d'applications. J'étais pas très convaincu. Pardon ? Ouais, parce qu'il y a quelques années, j'étais un peu, bon, je suis pas du tout du secteur, mais on a développé avec 3 étudiants en thèse dans notre équipe, en lien avec une équipe d'intelligence artificielle des projets. J'ai été stupéfait des résultats qu'ils ont obtenus en 3 ans. Ils se sont formés. C'est des jeunes très matheux, très bons. Enfin, ils sont très forts en informatique et tout. Mais par exemple, nous, on fait de l'imagerie avancée en PET scan. C'est bon. On nous dit c'est trop cher, personne peut. Ok. Mais on a réussi à refaire la même chose avec de l'IRM, avec des gens intelligents qui ont fait comme ça les algorithmes d'intelligence artificielle, et ça marche. Donc maintenant, j'avoue que j'ai une vision qui est très positive de ce que ça peut apporter, en tout cas dans les essais thérapeutiques. On va laisser la parole à Thomas et à Marine. Des intelligences naturelles. Il y avait encore une question, pardon. Excusez-moi. Alors, j'aurais une question. On a parlé de comment endiguer la maladie. Maintenant, est-ce que vous avez quelques pistes concernant les conséquences de celle-ci et comment potentiellement les guérir? Je sais que pour la NMO, c'est une maladie qui est démyénélisante. Où en sommes-nous concernant les recherches sur la manière de remyénéliser le tout pour aider les patients à réavoir une vie normale? C'est une question qui est très importante. La NMO, malheureusement, c'est pas qu'une maladie démyélinisante. C'est une maladie qui est assez destructrice dans ses lésions et c'est pour ça qu'elle laisse souvent plus de séquelles que la MOGAD, par exemple. Et que de la remyélinisation seule dans cette maladie sera probablement pas suffisante. Qu'il y a de la recherche qui est très active sur la remyélinisation. Bruno, c'est la thématique de son laboratoire de recherche, donc il pourra peut-être vous en dire un petit mot. Et sur la neuroprotection en général, c'est un domaine qui est actif parce qu'il intéresse finalement tous les champs de la neurologie. C'est le Graal de la neurologie. C'est le Graal aussi des maladies neurodégénératives. On parlait de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson. Donc c'est un domaine de recherche qui est extrêmement actif. Bruno, si tu veux nous dire un petit mot. Si on va rentrer très très brièvement dedans parce que c'est un vaste champ qui touche toutes les maladies de la myéline. Alors un peu à différents niveaux, mais quand même qui peut intéresser le MOGAD, qui peut intéresser la sclérose en plaques, d'autres maladies qui ne sont pas considérées comme purement de la myéline. Il y a déjà des choses à comprendre dans ces maladies. Par exemple, le MOGAD, il est possible que les patients qui ont un MOGAD se remyélinisent mieux que les patients qui ont une sclérose en plaques. C'est déjà un champ de recherche parce que comprendre pourquoi quelqu'un est capable de réparer sa myéline spontanément, c'est aussi trouver des traitements pour stimuler la réparation chez les patients qui n'y arrivent pas. Donc le MOGAD est un très bon modèle probablement pour ça, et on a identifié aussi dans la sclérose en plaques des patients qui se réparent mieux que d'autres. Après, pour le champ thérapeutique, il y a plein de pistes dont on sait qu'elles pourraient être intéressantes dans des essais thérapeutiques pour promouvoir leur remyélinisation. On a plusieurs dizaines de pistes de molécules qui ont été démontrées sur des modèles animaux, etc. Je pense qu'on est à un stade un peu charnière. On a quelques résultats préliminaires dans des essais pilotes qui sont encore des petits essais qui montrent un signal positif. On a un peu de désengagement de l'industrie pharmaceutique ou un manque d'engagement aujourd'hui. Et je pense qu'il faut encourager des développements en partenariat avec des projets un peu plus ambitieux. Dans ce secteur-là, on a maintenant des pistes. Le problème que l'on a, il y a
les cheminements classiques de l'industrie. On a une molécule de l'industrie qui va être appliquée en phase 2, en phase 3 avec des moyens financiers adéquats. Et puis, on a des chercheurs dans des laboratoires un peu isolés qui vont découvrir que certaines molécules pourraient être positionnées pour favoriser la hominisation. C'est un chemin de croix après pour développer un essai et pour arriver à démontrer que ça peut avoir une utilité. Et aujourd'hui, il y a eu quelques essais industriels mais qui ont été finalement stoppés. Il y en a d'autres qui sont en phase un peu précoce. Et puis, toutes ces molécules qu'on pourrait repositionner, on se sent très seul. On n'a pas beaucoup de soutien. Et moi, j'en ai un en cours qui va probablement s'arrêter parce que on n'arrive plus à trouver la molécule, qui n'existe plus qu'au Japon, on n'a pas de soutien, etc. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment une période charnière. Il y a beaucoup de pistes. On a démontré de manière assez convaincante que ça peut aider les patients, mais on aimerait avoir des résultats plus cliniques aujourd'hui. Voilà. Petit message subliminal. Merci beaucoup.